Et bonjour Michel Bussy. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Moi, je suis content d'être là, voilà, de revenir à ce Salon du Livre de Paris. Alors pour l'instant, vous êtes tout seul, mais on est en train de chercher Jérôme Fourquet, qui est quelque part dans le salon, et puis il a dû se laisser happer par des livres qui l'intéressent, et donc il doit être en train de les feuilleter, mais vous inquiétez pas, il va arriver. Oui, j'espère qu'il va arriver. Oui. Donc vous pourrez nous raconter, mais vous le savez, parce que en fait vous le connaissez bien. C'est ça qu'on va peut-être raconter pendant qu'il n'est pas là. Vous allez peut-être nous dire un peu ce que vous savez sur lui, que vous ne voulez pas qu'il entende. Hein, on va profiter de son absence. Non, je ne vais pas raconter des choses qu'il n'a pas besoin d'entendre. Comment dire, je commence puis il prendra en route, alors voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, hein, une table ronde sur une conférence, je sais pas, sur cartographie électorale de la France, puisque mes lecteurs, alors je sais pas là si vous êtes des lecteurs de Jérôme Fourquet, des lecteurs de Michel Bussy, des lecteurs des deux ou d'aucun, mais c'est vrai que ça peut en tout cas pour moi surprendre de venir vous parler de cartographie électorale, parce que je pense que la grande majorité de mes lecteurs quand même connaissent plus mes romans, même si j'ai publié un certain nombre de livres, au moins 4 ou 5, qui traitent de géographie électorale, dont un certain nombre de best-sellers, hein, puisque notamment ma thèse sur la géographie électorale de la France de l'Ouest a dû se vendre à peu près à 200 exemplaires, je pense. Mais alors ça, est-ce que les presses de la Cité vont les publier maintenant? Non, il faut que votre thèse soit lue par le plus grand nombre. Est-ce que quand même, moi j'ai pas pensé à présenter Michel Bussy. Vous connaissez tous Michel Bussy? Ah, alors je le présente quand même, parce qu'il y a une personne qui dit non, pas du tout. Mais je le présente quand même. Vous publiez Mon cœur a déménagé. On vous doit aussi beaucoup d'autres livres, Nymphéa noire, Un avion sans aile. Et donc vous êtes géographe, c'est quand même ça qui est important aujourd'hui. Vous êtes professeur d'université à l'université de Rouen en disponibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait en 2016, vous avez dit bon, moi, maintenant, c'est la littérature. Vous avez déjà commencé à publier des livres qui avaient déjà un très très grand succès. Et donc, vous avez abandonné vos élèves un petit peu et vous avez mis ça de côté pour pouvoir vous consacrer à vos lecteurs et vos lectrices. Oui, moi, comme beaucoup de Français, je crois qu'il y a plus de 300 000 personnes qui touchent les droits d'auteur en France, donc je suis pas un cas unique. Comme beaucoup de Français, j'avais un métier qui était professeur d'université et directeur d'un labo CNRS, d'un gros labo CNRS, donc j'étais bien occupé dans ma vie. Puis comme beaucoup de Français, j'avais l'illusion depuis tout petit que mon rêve, c'était de devenir écrivain, d'écrire des histoires, de publier mes romans. Voilà, et c'est un rêve que j'avais jamais complètement abandonné. Et donc, en plus de mon métier, j'ai consacré beaucoup de nuits, beaucoup de week-ends à écrire un roman. Voilà, on a d'autres. On a un ministre des Finances qui fait ça. Enfin, il en a écrit 7 déjà, déjà, quand même, un peu depuis qu'il est ministre. Est-ce que vous avez une productivité aussi forte? Je ne sais pas. À l'époque, oui, quand même. Donc, en fait, voilà, je ne suis pas un cas unique d'avoir un métier qui peut être parfois un métier très prenant et par ailleurs, de consacrer beaucoup de son temps libre à écrire un roman. Donc ça ne me faisait pas du tout de moi quelqu'un de particulier. La particularité, c'est d'abord que j'ai été publié, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous ceux qui écrivent. Et j'ai publié quelques livres chez un éditeur régional. Là aussi, rien de particulier. Jusqu'à ce que je publie, on est en 1913, en 2013. On va y revenir. On est en 2013, vas-y, on est en 2013 et il y a un truc très particulier. 2013, je publie un roman qui s'appelle, en poche là, Un avion sans aile. Et Un avion sans aile va se vendre à plusieurs millions d'exemplaires, va être une espèce de succès complètement inattendu. Et donc à ce moment-là, évidemment, ma vie bascule, puisque d'obscurs universitaires... pas pour vos élèves. Pas pour mes élèves, etc. D'universitaires anonymes, je deviens des auteurs qui vendent le plus de livres en France, ce qui n'était absolument inattendu. Et c'est particulier parce que ça arrive effectivement en 2013. Donc j'ai mes affiches de mon livre partout dans le métro, etc. Et au même moment, en 2013, comme ça fait la transition avec Jérôme, depuis très très longtemps, j'avais envie d'organiser un centenaire pour le centenaire d'un livre qui a été un best-seller, qui était Tableau politique de la France de l'Ouest, par André Siegfried, qui est celui qui a inventé la science politique en France. Donc là, c'est vraiment du coup le début du XXe siècle. Il a fondé Sciences Po, c'est un géographe, en gros, c'est un peu comme Durkheim, etc. C'est un des grands fondateurs au monde, hein, pas seulement en France. Il est reconnu mondialement comme un des grands fondateurs de la science politique, que ce soit la sociologie politique, la géographie politique, l'histoire politique.
C'est le premier. C'est le premier qui s'intéresse aux opinions politiques en France et pratiquement dans le monde. Voilà, il publie un livre fondateur pour les sciences qui est ce tableau politique de la France de l'Ouest. Et c'est juste 100 ans après. Donc moi, j'avais organisé ce colloque à Cerisy-la-Salle. On en a tiré un livre que Jérôme cite du coup dans la France d'après, dans son introduction. Voilà, donc il y a un hasard, puisqu'à ce moment-là, je me rappelle bien, 2013, je suis à la fois un des auteurs les plus connus en France, à la mode dans cette année-là, et je bosse à fond sur André Siegfried pour publier un livre que Jérôme cite, mais on a dû peut-être en vendre, ouais, je sais pas, 200 ou 300, quoi. Je pense pas qu'on ait fait un gros best-seller. Oui, voilà. Mais on verra peut-être, Michel Bussy, que dans votre œuvre, dans votre littérature, ça compte aussi la géographie et que finalement ce livre que vous n'avez pas vendu sur Siegfried, il a irrigué peut-être d'une manière spéciale votre œuvre. En revanche, Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. On vous en prie. C'est vrai que c'est passionnant de se promener dans les allées. On peut vite avoir envie de rester pour feuilleter des livres. Je vous présente, mais tout le monde vous connaît de la même façon que Michel Bussy. Vous êtes analyste politique, directeur du département Opinion à l'IFOP. On vous doit des livres marquants, L'archipel français, La France sous nos yeux, coécrit avec Jean-Laurent Casselli. Et là, vous publiez ce livre Au Seuil, La France d'après tableau politique. Puisque Michel Bussy parlait de ce livre de Siegfried, c'est intéressant parce que vous l'avez aussi pris en exemple. Vous l'aviez en tête quand vous avez écrit La France d'après. Au fond, vous avez eu envie de faire une centaine d'années plus tard, c'est ça, je ne me trompe pas, un petit peu la mise à jour de ce livre de Siegfried pour essayer de comprendre comment va la France. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, comme Michel, quand on s'intéresse à la géographie électorale, à la science politique, on ne peut que avoir lu et relu André Siegfried. C'est un premier point commun. Deuxième point commun, c'est que nous sommes tous les deux originaires de l'ouest de la France. Et donc, la Normandie même. Alors, lui est normand, moi je suis sartois. Voilà. Personne n'est parfait. Et donc, c'est aussi des territoires qu'on connaît, dans lesquels on a vécu. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant de s'y repencher. Alors, pour la petite anecdote, le projet de livre, en tout cas le projet de titre, c'était Tableau politique de la France d'après. Et puis mon éditeur m'a dit que ça allait pas se vendre si on mettait tableau politique devant. Moi, j'y tenais beaucoup, donc on l'a laissé en sous-titre parce que c'était aussi un hommage à Siegfried, à sa méthode, avec des choses qui étaient bien évidemment aujourd'hui contestables, puisqu'il écrit dans un environnement qui est spécifique. Il va parler de race, de tempérament, mais il faut replacer ça encore une fois dans le contexte des sciences humaines du début du XXe siècle. Mais il y a des intuitions qui sont tout à fait bluffante. Par exemple sur la mise en corrélation de certains comportements électoraux avec un certain nombre de variables socio-économiques. Et puis, avec Michel, on avait publié en 2002 les premières cartes électorales qui étaient sorties informatiquement au lendemain ou au surlendemain des élections présidentielles. Et Siegfried, lui, faisait tout ça à la main un siècle plus tôt. Et c'est aussi la somme phénoménale de travail qu'il a dû rassembler, auquel, notamment, moi, je voulais aussi rendre hommage avec cette méthode qui consiste à être dans une démarche analytique et scientifique, statistique, mais également qui fait la part belle. Et c'est sans doute quelque chose que Michel a aussi beaucoup pratiqué, qui fait la part belle à l'analyse de terrain, à des monographies, à aller sur place, aller regarder les paysages, les modes de vie des gens, et donc pour rendre de manière assez incarnée une analyse et ne pas se contenter uniquement, c'est déjà beaucoup, de tableaux et de cartes. Donc vous êtes allé, en plus des cartes et des tableaux que vous reproduisez dans le livre, vous vous êtes baladé en France, comme vous aimez souvent le faire, pour essayer de saisir un petit peu le pouls du pays. Oui, alors pas forcément dans cette démarche purement ciblée, mais à l'occasion de mes déplacements, j'essaie toujours, et on en avait parlé à plusieurs reprises avec Michel, de porter attention à ces territoires qu'on traverse, dans lesquels on évolue. Et je pense qu'il y a la question d'avoir ou non un certain œil ou un certain regard, un œil géographique, qui peut être soit celui du chercheur, soit aussi celui du
du romancier, ce que Michel fait avec lui, ses deux yeux, en fait. Alors, est-ce que vous aussi, en tant que romancier géographe, géographe romancier, on ne sait plus trop comment il faut dire, hein, lors de cette table ronde, on ne sait plus ce qui prime. Est-ce que vous, quand vous vous promenez à Rouen, parce que votre livre, c'est quand même situé hein, géographiquement, ça se passe à Rouen, dans la banlieue de Rouen, dans les différents quartiers, certains riches, certains pauvres. Donc il y a vraiment le géographe qui est à l'œuvre dans ce livre. Est-ce que vous vous baladez quand vous écrivez pour essayer de repérer un petit peu les atmosphères, les ambiances ? Alors oui, alors peut-être avant juste de répondre, quand même, pour compléter ce que disait Jérôme. Alors avec Jérôme, on s'est rencontrés il y a très longtemps, hein, il y a peut-être 30 ans maintenant. Voilà, Jérôme, il était en thèse, étudiant en thèse. Moi, j'étais professeur, jeune professeur, puis on travaillait sur les mêmes sujets, sur les mêmes lieux. Donc on s'est très vite bien entendu. On a beaucoup publié ensemble. Et un des points, alors Jérôme était de jeune pigiste à l'IFOP à l'époque, où il démarrait. Et ce qui nous a marqué tout de suite, c'est qu'en fait, on était tous les deux de province. Donc on était à Rouen ou à Caen, etc. Et on lisait les analyses déjà des grands politologues qui passaient à la télé ou qui publiaient aux presses de Sciences Po, etc. Et ce qu'on disait, c'est formidable ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Voilà, évidemment, on les admirait, c'était de grands scientifiques, mais ils ont une vision un peu surplombante et parisienne. C'est-à-dire qu'ils regardent ça avec des moyennes, ils font des moyennes, ils disant voilà, en moyenne, les ouvriers, en moyenne, les catholiques, etc. Et on se dit, ça marche partout et ça marche nulle part. Et nous, peut-être ce qu'on apporte, c'est effectivement parce qu'on avait peut-être une autre vision, on comprenait qu'il fallait contextualiser ces données. Se dire que, dire qu'il y a, par exemple, voilà, qu'il y a une corrélation entre le vote pour l'extrême droite et les ouvriers, ça marche globalement. Il y a des endroits où ça marche très bien, des endroits où ça marche pas du tout. Il y a des endroits où c'est l'inverse. Donc, voilà, il faut contextualiser. Donc là, c'est le géographe qui va, voilà. Alors, du coup, je viens plus à la réponse. À la fois, effectivement, il faut se promener, il faut parler avec les gens, mais ça ne suffit pas parce que il faut faire des enquêtes. Mais parfois, les gens sont même incapables eux-mêmes de formaliser pourquoi ils vont voter ou quelles vont être leurs opinions politiques. Si on nous demandait, nous, quelles sont nos opinions politiques, pourquoi on est amené à voter pour tel ou tel candidat, on en serait parfois absolument incapable. On ne va pas dire « Ah ouais, je vote par ça parce que j'ai déménagé, et puis un jour mon grand-père... » et puis non, on en est incapable de répondre à ces questions. Donc parfois, c'est le contexte global. Donc ça veut dire lire des livres d'économie, de sociologie, analyser des données, regarder le prix de l'immobilier. Enfin, c'est des milliers de données, ce que fait très bien Jérôme et ce que font évidemment des tas de scientifiques dans ce pays pour comprendre les comportements. Donc c'est très important d'avoir une démarche anthropologique, on va dire, hein, d'aller voir les gens, mais souvent elle ne suffit pas. Il faut aussi faire des cartes ou travailler sur des données. Et ça donc vous l'avez fait alors pour ce livre-là ou en particulier ? Ouais, alors juste pour Rouen, oui. Alors moi c'est un roman juste en 2 mots hein, qui se passe à Rouen, donc dans ma ville, et on va raconter l'histoire d'une petite fille, d'un féminicide au départ, qui habite une banlieue, donc c'est le Château-Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est une ville très ouvrière, communiste depuis l'après-guerre, qui a fait parler d'elle notamment pour un fait divers tragique. Et Château-Blanc, qui est un lieu qui est la plus grande effectivement cité de l'agglomération rouennaise, qui est à la fois un lieu de contraste, puisque c'est évidemment la cité emblématique, tout en ayant une politique sociale très forte, qui fait que avant ces faits divers, tout le monde dit aussi que ça se passe plutôt bien au Château-Blanc. Donc il y a à la fois cette petite fille qui est originaire du Château-Blanc, qui comme elle va perdre sa mère, son père va être mis en prison, elle va faire une trajectoire dans la ville, se retrouver dans un foyer au centre-ville, intégrer un grand établissement scolaire privé, et évidemment comme c'est une vengeance, elle va à la Monte Cristo essayer de changer d'identité pour infiltrer un milieu qui est plutôt le milieu opposé, ou le milieu de la rive opposée, c'est-à-dire un milieu plus bourgeois, avec de l'argent. Donc évidemment c'est aussi une métaphore de ces villes où elle va passer, même si je ne parle pas directement d'opinion politique, elle passe quand même d'une ville, clairement, qui est une ville communiste forte, à des quartiers qui resteront à droite pendant encore 200 ans, enfin peut-être. La droite, la gauche, Jérôme Fourquet va nous expliquer que ça n'existe plus vraiment. Oui, mais là justement, quand même, dans certaines villes, ça marche quand même encore très bien. Et voilà, et donc elle a une trajectoire comme ça, et effectivement, donc c'est ma connaissance de Rouen qui fait que j'utilise ça. Alors c'est intéressant et amusant que vous racontiez ça parce que dans votre livre Jérôme Fourquet, vous avez cité un certain nombre d'écrivains et vous citez Michel Bussy. Alors vous le citez en tant qu'écrivain, mais vous le citez alors pas directement, mais vous parlez de certains quartiers de Rouen. Et donc quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que le quartier
qui est cité pour un de vos personnages, le personnage de Vidame, qui est cet affreux assistant social. Enfin, je sais pas si. Oui, il est plus que ça, directeur des services sociaux, on va dire. Ouais. Bon, alors lui, il est horrible et il habite dans un quartier qui existe vraiment. C'est le quartier de Bois-Guillaume. Une ville, ouais. Une ville. Alors moi, je connais mal. Et vous le citez, enfin, c'est dans un de vos tableaux, vous parlez des électeurs de Bois-Guillaume. Oui, ça. Alors, pour planter le décor, je pars sous le contrôle de Michel, mais c'est un peu le Neuilly rouennais en fait. Hein, c'est une commune périphérique, mais très aisée. Et vous disiez la gauche, la droite, où on a vu très clairement comment l'électorat de droite à la dernière élection, à Neuilly comme à Bois-Guillaume ou dans d'autres communes similaires, avait bifurqué ou pivoté vers un vote en faveur d'Emmanuel Macron. Mais le géographe électoral, il affleure quand même assez souvent dans les romans de Michel. Dans un autre passage du livre, je cite un moment où il fait parler un ouvrier de l'étang de Berre et qui dit voilà, moi je suis d'origine pied noir, le week-end avec les copains on va chasser le canard et on vote tous pour une certaine couleur bleu marine. Et donc là j'ai reconnu ce qu'on avait écrit et ce que Michel traitait sur le vote dans les estuaires industriels et la composante ouvrière de ce vote frontiste. Et donc je pense que les romans, la littérature nous permettent de mettre encore une fois des visages, des trajectoires aussi, parce que Michel parlait du lieu où on habite, etc. Mais c'est aussi d'où on vient. Est-ce qu'on a été en ascension ou au contraire, est-ce qu'on a décroché socialement? Est-ce qu'on a été marqué par un certain nombre de territoires dans lesquels on a pu vivre précédemment? Et donc la littérature permet de bien raconter tout cela. Donc vous y pensez hein, à la géographie et quand vous pensez à Vidame, vous vous dites quoi? Il est à 43% macroniste, parce que c'est à peu près ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe à Bois-Guillaume après les élections. Vous pensez à des choses comme ça ou c'est quand même pas aussi simple? Non, parce qu'en fait, notamment les lecteurs qu'on comprenne bien, ils n'ont pas forcément besoin effectivement d'avoir lu André Siegfried pour être capable effectivement de sentir quelle va être l'atmosphère politique ou quel va être le tempérament politique d'un personnage de roman, même si on ne dit pas évidemment pour qui il vote. Et comme disait Jérôme, il y a des trajectoires. Donc par exemple, Vidame, c'est mon méchant, même si c'est plus compliqué que ça, et on sent bien qu'il a une trajectoire. Donc il était, on pourrait faire un peu d'analyse politique, que c'est pas dans le roman. Il est travailleur social au début, il épouse plutôt une femme qui est riche, il a une trajectoire sociale ascendante, donc il commence plutôt par la gauche, a priori, et puis petit à petit, il va s'embourgeoiser, et puis il va prendre... Alors on ne sait pas, au début j'avais mis ce qu'il était, puis après on ne connaît pas du tout son étiquette politique. Mais il devient élu au Conseil général, puis la région, donc voilà. Donc il y a comme ça toute une évolution qui peut laisser deviner. Puis il y a tout un contexte dans mon roman, qui est aussi le contexte de 95, qui sont ces grandes grèves étudiantes, puis nationales, et qui redonnent aussi une dimension un petit peu politique à ce roman. Alors parlons un petit peu de la France et de comment elle va. On va commencer évidemment avec vous, Jérôme Fourquet. La France d'après, c'est la France d'après quoi quand même? Peut-être ce préambule. Alors c'est la France d'après ce que j'appelle la grande métamorphose. Donc période qui n'est pas facile à dater au carbone 14, hein, mais en gros c'est les décennies 80 jusqu'à nos jours et qui a abouti, cette grande métamorphose, à une transformation en profondeur du pays sur le plan des structures économiques avec la désindustrialisation, la fonte des effectifs agricoles, sur le plan culturel avec une américanisation qui s'est considérablement accentuée, sur le plan démographique avec le poids des populations issues de l'immigration, sur le plan spirituel aussi avec l'effondrement de la matrice catholique qui notamment dans l'Ouest et les travaux de Siegfried avaient été assez structurantes pour déboucher sur quelque chose de nouveau. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, le Big Bang électoral auquel nous assistons depuis 2017, savoir la mise en difficulté des grands partis traditionnels, le surgissement d'une force centrale incarnée par quelqu'un qui était inconnu du grand public 3 ans avant de se présenter à l'élection, la qualification par 2 reprises de la candidate du Rassemblement national au 2e tour de l'élection présidentielle. Tout ça, en fait, n'est que la mise en conformité tardive
de la réalité électorale avec la réalité profonde du pays qui s'était transformée. Pour revenir un peu là aussi à des thèmes un peu siegfriediens, si on regarde le score cumulé d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, donc les deux représentantes des deux grandes forces politiques qui ont organisé notre vie politique pendant 50 ans, au premier tour, à L2, elles font 6,4% des voix. En 2012, dernière élection du monde d'avant, pour parler comme les macronistes, Nicolas Sarkozy et François Hollande, au premier tour, obtiennent un score cumulé de 56% des voix. Et en 2017, en dépit de ses problèmes de costume, François Fillon fait 20% des voix et Benoît Hamon pour le PS 6%. Donc on est passé de 56% pour le duopole à 26 puis 6. Alors, même si Michel a raison de souligner que cette grande bascule ne s'opère pas à la même vitesse, avec la même intensité dans toutes les strates. C'est-à-dire qu'au niveau de la politique locale, ce sont encore des édiles de gauche et de droite qui détiennent l'essentiel du pouvoir local. En revanche, au niveau national, on est sur un gigantesque Big Bang, et c'est de ça que j'essaie de parler, c'est de faire toucher du doigt au lecteur l'ampleur des transformations qui se sont effectuées. Michel Bussy. Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, quand j'ai fait ma thèse sur la géographie électorale, donc sur l'espace de Siegfried, en fait, c'était ce livre-là 25 ans après. C'était à peu près en 80, même plus 35 ans avant. C'est en 88 que j'ai fait ma thèse. Et effectivement, on était dans la fin de ce modèle qui était le modèle, en gros, droite-gauche et marqué par une forte explication par la religion ou par l'appartenance. Globalement, on disait Marx et Dieu, enfin, etc. Donc, on avait vraiment des choses qui fonctionnaient très bien pour expliquer le vote. Même si ça existe encore, parce que vous expliquez, Jérôme Fourquet, que dans certaines régions où il y a beaucoup de prénoms Marie, on est encore, qui signifie qu'il y a un lien, qui signifie qu'il y avait un lien fort au catholicisme. Et ben on vote un petit peu différemment. Je vous redonne la parole après, mais c'est vrai que c'est. Mais on est un peu à l'état de trace. Et si on était dans le langage géographique ou géologique, c'est un peu des buts témoins, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des vieux reliefs qui continuent encore un peu d'exister, mais qui ont été considérablement arasés. Et il y a une nouvelle géographie sociale et donc politique qui est en train de se mettre en place. Et c'est tout ce sur quoi on travaillait avec Michel. De manière un peu inconsciente, peut-être, on se disait, mais on a nos vieux modèles qui marchent de moins en moins bien, et on assiste quand même à l'émergence d'un truc nouveau qui n'est pas encore stabilisé, qu'on n'arrive pas complètement à catégoriser. Pardon, je vous écoute. Non, c'est très bien de faire le jeu de ping-pong. Et effectivement, donc il y avait ce modèle un petit peu ancien qui disparaissait. Moi, par exemple, j'ai une anecdote qui nous rapprochait avec Jérôme. C'est à un moment donné, on devait être juste avant 2002, les fameuses élections de 2002, hein, où Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, qui est une sorte d'inconnu pour tout le monde. Et quelques mois avant l'élection, Jérôme, il me dit « faudrait qu'on arrive à sortir des cartes par canton ». La carte de France par canton, parce que ça n'a jamais été vu. On fait que des cartes par département et on comprend rien, parce que les départements, c'est trop gros. Et on se dit, tiens, alors l'idée de Jérôme, parce qu'il a toujours été quand même avec des idées originales, il dit, on va faire le tour des gares parisiennes, on va récupérer tous les journaux locaux, l'Ouest France, etc. Et on va employer des... C'était le début d'Internet. Hein. Ouais, donc il y a plein d'étudiants. Donc moi, j'ai des étudiants à la fac. On va prendre plein d'étudiants. Et hop, pendant le week-end, ils vont tous taper les résultats. Et comme ça, le lundi, on pourra sortir des cartes inédites. Alors on a commencé à appeler les journaux. Puis ça ne marchait pas parce que Ouest France n'a pas le même découpage que les dernières nouvelles d'Alsace, etc. Enfin, ça ne marchait pas. Et donc, in fine, on s'est dit, tant pis, on va appeler le ministère de l'Intérieur qui refusait de donner des données informatiques. Il refusait depuis toujours en disant ça... et donc chaque journal retapait les résultats parce que le ministère de l'Intérieur avait décidé que les données informatiques, ça serait interdit pour la France. Et donc, étonnamment, ils ont dit oui. Voilà, ils ont dit oui. Il y avait un nouveau chef de service qui a dit pas de souci, on vous donne tout ça. Vous aurez une clé USB, enfin une disquette, et vous pourrez faire ça. Et donc, du coup, dès le lundi, on a pu travailler sur les cartes. Et pourquoi je dis ça? Parce que on ne s'attendait pas évidemment que Le Pen soit au second tour, donc c'est une sorte de séisme. Mais quand on a regardé les cartes, les autres étaient encore avec leur crayon de couleur en essayant de dessiner des cartes. Et nous, on a sorti des cartes qui montraient quoi? Et ça rejoint, c'est qu'en fait, le vieux modèle régional, qui est de dire il y a des régions de gauche, il y a des régions de droite, je simplifie, eh bien, il était remplacé par un modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui les espaces périphériques. C'est-à-dire qu'on voyait que, par exemple, toute une logique électorale passait du centre-ville, et plus on s'éloignait du centre-ville, plus il y avait cette force qui était
le Front National à l'époque, qui augmentait. Et que finalement, c'était moins l'appartenance régionale qui comptait que la distance à un certain nombre de centres de décision. Et là, effectivement, c'était une sorte quand même de révolution. Et quand même, c'est voilà, Jérôme qui a été le premier à le montrer. Non, avec les cartes de Michel. Oui, les cartes, non, mais bon, du coup, c'était quand même là, on a eu un petit écho médiatique parce que personne n'avait vraiment eu l'idée de questionner cette distance à la ville ou la notion de périphérie. Alors que vraiment, pour expliquer le vote Front National, aujourd'hui, ça a un peu bougé, mais à l'époque, ça fonctionnait de façon extraordinaire. Même si encore dans votre livre, Jérôme Fourquet, vous expliquez qu'il y a quand même des régions qui votent pour le Front National, des régions qui votent autrement. Enfin, il y a quand même une géographie, et vous la faites, hein, une géographie régionale de comment votent les Français aujourd'hui, même si ça bouge. Oui, mais c'est une nouvelle géographie. C'est une nouvelle géographie. C'est-à-dire que, en gros, quand milieu, fin des années 80, on travaille sur la géographie électorale, notamment sur l'ouest de la France, parce que c'était notre terrain de jeu. Les constats que Siegfried avait posés au début du XXe siècle étaient en gros toujours valides. Et donc je cite dans le livre Emmanuel Leroy-Ladurie, un grand historien qui chronique le livre d'un dénommé Paul Bois, un historien qui avait fait sa thèse sur le département de la Sarthe et qui montrait, alors lui c'était alors on rentre un peu dans le détail, hein, je m'excuse, mais qui s'était un peu écarté du modèle de Siegfried en disant en fait s'il y a une si grande stabilité de l'affrontement gauche-droite dans ces territoires de l'Ouest, notamment dans la Sarthe, et si la ligne de front entre guillemets n'a pas bougé, c'est pas uniquement en fonction des variables religieuses ou socio-économiques, c'est aussi en raison d'une trace mémorielle qui avait été laissée par les guerres de Vendée et la chouannerie. Donc ça remonte très très loin. Ça remontait, alors il disait, bon voilà, les gens n'avaient pas la télé, on se racontait les histoires des ancêtres à la veillée le soir, et il montre comment, dans un canton de la Sarthe, cette ligne de front, à la commune près, était restée immuable, en gros des guerres de Vendée jusqu'aux années 60. Et Leroy-Ladurie a cette formule magnifique, il nous dit, bon ben voilà, là on avait de l'événement congelé, c'était de la chouannerie en conserve dans cet endroit-là. Et si le bocage physique, il écrit ça dans les années 70, avait commencé à être démantelé et à raser, parce que c'était le remembrement, l'agriculture et les villages changeaient, le bocage mental était resté intact dans les têtes. Et donc il y avait une espèce d'effet d'inertie qui faisait que ces vieilles régions de droite et de gauche, même si en s'y promenant, on disait bah, ça a quand même pas mal bougé, dans les têtes, il y avait encore ses habitudes et ses traditions. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que même dans ces coins-là, même le vieux bocage mental, cette fois, lui aussi, a été aplati au bulldozer et on est passé sur un autre monde. Donc il y a certes, bien évidemment, une nouvelle géographie, mais qui ne s'appuie plus sur les mêmes déterminants de l'époque. Dernier exemple, donc je suis allé en Vendée dans un canton qui a fait la célébrité de Siegfried, qui s'appelle le canton de Talmont-Saint-Hilaire. Parce que Siegfried l'avait bien repéré qu'il y avait une partie du canton qui votait à gauche et une à droite. Et il avait glané dans ses pérégrinations un dicton local. Les paysans locaux étaient assez futés. Le dicton disait « Le granit produit du curé et le calcaire de l'instituteur ». Alors ensuite, on lui est tombé dessus en disant c'est du déterminisme, etc., etc. Mais c'était beaucoup plus sophistiqué et élaboré que ça. C'est-à-dire que comme l'agriculture était l'activité économique dominante à l'époque, le type de sol allait conditionner le mode d'exploitation, la taille des exploitations, est-ce qu'on était en habitat groupé ou dispersé, et donc la diffusion plus ou moins rapide des idées républicaines et progressistes dans les endroits calcaires parce qu'on était en habitat groupé versus voilà. Et donc aujourd'hui, si vous retournez à Talmont-Saint-Hilaire, il y a toujours une fracture, mais c'est plus calcaire-granit, c'est vue sur mer ou pas vue sur mer. Et donc si on pastiche Siegfried, on peut dire la résidence secondaire produit du vote Macron et puis le lotissement du vote RN, hein, même si pas de déterminisme. Mais tout ça pour montrer que l'activité économique dominante aujourd'hui dans ces endroits, c'est le tourisme. Et donc, et tout l'immobilier résidentiel. Et donc, en fonction de votre attractivité résidentielle, eh bien, les classes sociales ne vont pas se distribuer de la même manière. Puis, on aura des ménages plutôt aisés en bord de mer et des ménages plus modestes dans l'intérieur des terres.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Michel Bussy? Parce que c'est un peu vertigineux quand même, ce que nous explique Jérôme Fourquet, que tout est en train de changer, toutes les géographies du vote ont maintenant des déterminants qu'ils n'avaient plus avant, qui sont beaucoup moins ancrés sur voilà, des traditions qu'on était habitués à analyser par région, par canton, par ville. Et aujourd'hui, tout est en train de changer. Alors, attention, moi je pense, mais Jérôme sera d'accord, je pense, on fonctionne par cycle, c'est-à-dire le cycle du modèle des années d'après-guerre, 50 jusqu'aux années, fin des années 80, on va dire, ce modèle gauche-droite, avant l'émergence d'une troisième force qui est le Rassemblement national. Il a fonctionné pratiquement 40 ans, 50 ans. Et on est rentré dans un autre cycle qui, à mon avis, va durer aussi un certain nombre de décennies. On ne sait pas évidemment ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais on est sur un autre cycle. Donc ça ne change pas tous les ans. Et ce que disent tous les politistes, c'est attention, parce que si on reprend des articles, chaque article dit « Ah, tout est bousculé ». Enfin, on pourrait citer des tas de gens qui disent « C'est incroyable, maintenant l'électorat est volatile ». Déjà chez Siegfried, les critiques qu'on faisait à Siegfried, c'est comment faire de la science avec un électorat qui est aussi volatile. Les Français sont stupides, les Français passent leur temps à changer de candidat selon celui qui est le plus beau, celui qui parle le plus fort, selon un fait divers, etc. Donc en général, c'était quand même par parti aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de tout temps, on a accusé à gauche à peu près toute sa vie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de tout temps, on a accusé les Français d'être volatiles et de ne s'exprimer leurs opinions qu'à partir de faits divers ou qu'à partir d'élus qui savaient manipuler les foules étant par nature un peu stupides, un peu manipulables, etc. Et le propre de ceux qui analysent les élections, c'est d'analyser sur le temps long, faire des moyennes sur plusieurs cycles pour dire il y a vraiment une évolution. C'est pas une révolution toutes les élections. Il y a une longue évolution et je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est une évidence qu'effectivement, on est passé d'un système qui était un système bipartiste, en gros, une France séparée en deux, à un système tripartiste de 3 blocs. Et ça, on l'a vu longtemps monter. Et aujourd'hui, on est au cœur de ce phénomène qui pose un vrai problème institutionnel, puisque toutes nos institutions sont basées sur un système bipartite. C'est-à-dire que le système présidentiel à 2 tours, etc., et de majoritaire, est basé sur un principe où on fait le tri au premier tour et on choisit au second tour. Et ça ne marche plus s'il n'y a que 2 places pour 3 blocs. Donc il faut réfléchir à changer les institutions. En tout cas, les concepteurs n'avaient pas prévu qu'il y aurait 3 blocs, quoi. Là, il y a les élections européennes qui vont arriver, Jérôme Fourquet. Est-ce que les recompositions dont vous parlez, elles se font à l'échelle de l'Europe, voire même à l'échelle du monde occidental, parce qu'il y a des choses qu'on voit également aux États-Unis qui ressemblent à ce qui se passe ici. Et qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'êtres humains occidentaux? Est-ce qu'on a changé tous, globalement, ce qui fait qu'on vote différemment? Alors, Michel parlait du système politique avec les modes de scrutin, etc., qui vont quand même conditionner pas mal les choses. Vous voyez, quelqu'un comme Trump aux États-Unis n'a pu gagner la dernière fois, peut-être la fois prochaine, qu'en se coulant dans les arcanes du Parti républicain, parce qu'il n'y a pas de place pour une troisième force aux États-Unis, vu le mode de scrutin. C'est très compliqué aussi en Grande-Bretagne. On a aussi les traditions politiques de chacun de ces pays. Des forces politiques qu'on ne connaît pas chez nous en France, en termes de clivage, notamment des partis régionalistes ou autonomistes. Regardez ce qui se passe en Espagne, les tensions qui a pu exister en Italie, etc. etc. Un petit peu en Corse peut-être. Mais... Oui, mais complètement en Corse, mais à une grande échelle. Vous voyez, la Corse, c'est 350 000 habitants. À une grande échelle, c'est assez résiduel. Une fois qu'on a dit ça, on voit effectivement qu'un certain nombre de lignes de recomposition, notamment géographiques et sociologiques, peuvent se retrouver de loin en loin dans toutes les grandes élections de ces dernières années dans les grandes démocraties occidentales. Michel parlait tout à l'heure de la variable centre-périphérie, entre le vote des grands centres urbains versus les zones périurbaines. Si vous faites l'exercice du vote RN en fonction de la distance, on avait travaillé avec ça, on avait avec quelqu'un qui était dans l'équipe de Michel sur la distance aux grandes villes, le vote Le Pen était indexé là-dessus. Si vous faites la même chose avec le Brexit, en fonction de la distance aux grandes villes britanniques, c'était la même histoire. Et le vote Trump, en fonction de la distance aux grandes villes,
c'est également la même histoire. Hein. Pour mémoire, Trump, je crois que c'est 5 ou 6% des voix à Washington DC. Oui. Et même par rapport aux gares, vous expliquez ça dans votre livre, que les électeurs du RN sont de plus en plus nombreux à mesure qu'on s'éloigne des gares. Et ça, c'est passionnant. Parce alors que... notamment, alors on avait l'exercice en Île-de-France, mais là, c'est pareil, ça va être lié au prix du mètre carré, le fait d'être connecté ou pas au réseau de transport. Donc ça, c'est des variables lourdes. Les vieux bassins industriels en crise qui, aujourd'hui... eh bien, par exemple, aux États-Unis, tout ce qu'on appelle la Rust Belt avait en partie basculé en faveur de Trump. Ça s'est vérifié aussi avec le Brexit britannique. Et puis, ça se vérifie également chez nous. Tout ça, en fait, nous met sur la piste de nouveaux clivages qui deviennent des clivages structurants. C'est-à-dire, est-ce qu'on est du bon ou du mauvais côté de la barrière dans l'économie mondialisée? Est-ce qu'on est des gagnants ou est-ce qu'on est des perdants de la mondialisation? Est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu à gros traits comme ça? Pour aller vite, on va être là-dessus. On a aussi des facteurs qui sont plus culturels, qui sont liés au niveau de diplôme, avec une considérable révolution silencieuse qui a été la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, mais qui a fait qu'on a produit une masse importante de diplômés du supérieur qui se concentrent plutôt dans le cœur des villes, et qui ont des comportements politiques qui diffèrent assez sensiblement de ceux qui n'ont pas fait le cycle d'études complet ou qui sont arrêtés un peu plus tôt. Historiquement, Michel l'a rappelé, donc on avait typiquement catholique, non catholique, ouvrier versus agriculteur ou indépendant. Mais aujourd'hui, il faut, et on le voit nous dans nos enquêtes à l'IFOP, intégrer le niveau de diplôme qui devient en tant que tel, une des variables les plus, avec 36 guillemets, prédictives des comportements électoraux. Moins de diplômes, plus de vote RN, et plus de diplômes, plus de vote Macron, pour caricaturer ou pas? Et Mélenchon. Et Mélenchon aussi. Et Mélenchon. Mélenchon recrute dans toutes les strates de la société. Oui, alors à la dernière élection présidentielle, mais avec une prévalence assez forte dans les diplômés du supérieur. Michel Bussy. Oui, alors juste pour répondre aussi j'aurais plein de trucs à dire là-dessus, mais sur est-ce qu'on est dans un modèle mondial maintenant de ce qu'on aperçoit, notamment les trois blocs, ou l'idée qu'il y aurait un bloc d'une droite identitaire ou souverainiste, ou de candidats un peu des outsiders, mais plutôt souverainistes, qui comme effectivement Bolsonaro ou Trump, ou un peu partout dans le monde, ce qu'on voit fleurir. Oui, ça semble une tendance un peu mondiale, nouvelle. Moi, j'ai un petit peu, parce que je travaille plus là-dessus, mais mon HDR, mon habilitation à diriger des recherches, je l'ai fait sur la démocratie dans le monde, sur l'évolution de la démocratie dans le monde. Et je continue de suivre ça un peu en citoyen. J'ai un peu deux hypothèses. Dans les années 90, après la chute du mur, il y a eu ce triomphe de la démocratie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait deux blocs, les démocraties libérales et puis le bloc de l'Est. Désormais, il n'y avait plus d'ennemis. La démocratie libérale triomphait partout. Et même les États qui n'étaient pas des États démocratiques doivent même faire semblant d'être des démocraties. C'est-à-dire même la Russie, même Poutine doit faire semblant d'organiser des élections pour montrer qu'il est quand même démocrate, même si c'est une vaste comédie. Voilà. Et même, voilà. Donc la démocratie libérale comme modèle, à part peut-être dans quelques États comme la Chine, est un modèle mondial. Donc elle a triomphé. Donc on se dit c'est formidable parce que la démocratie triomphe partout et on va vers un nouveau monde. C'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, voilà. Et voilà, 20 ans après ou 25 ans après, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la démocratie produit finalement de l'extrême. Comment vous analysez ça? Alors pour moi, il y a deux hypothèses. J'ai écrit un livre de science-fiction qui s'appelait Nouvelle Babel, qui dit que peut-être que c'est... Alors il y a une vision qui peut être dire c'est aussi la fin de l'histoire. C'est-à-dire c'est la fin des États, c'est la fin des nations. C'est-à-dire que l'économie se mondialise, les maladies se mondialisent, les problèmes type écologique se mondialisent. Et donc les États vont disparaître. Donc on est des citoyens du monde en devenir. Oui, même si on n'est pas des citoyens du monde, c'est-à-dire que les espaces politiques se réorganisent toujours avec un temps de retard sur le monde. C'est-à-dire qu'on a longtemps gardé des petites communes alors qu'elles n'avaient plus d'utilité par rapport à une économie qui n'était plus une économie à l'échelle de la commune. Donc les espaces politiques ont tendance toujours à se réorganiser, mais avec un temps de retard sur l'économie, le monde, la société, etc. Donc c'est une hypothèse qui peut être de dire c'est un peu les derniers soubresauts
Et que finalement, peut-être que dans 100 ans, dans 50 ans, les nations ne seront plus que des coquilles vides qui organiseront des Jeux Olympiques ou des compétitions, mais qu'en fait, elles n'auront plus du tout de pouvoir décisionnel parce que si, pour lutter contre les réchauffements climatiques ou des pandémies ou des guerres, il faudra qu'il y ait des prises de décision supérieures. C'est une hypothèse, je dis pas que ce sera les régions alors qui auront beaucoup de pouvoir, justement. Oui, ou les grandes villes, les grandes métropoles. Les métropoles. Mais, alors pourquoi pas, hein, peut-être qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec une crise mondiale. Et l'autre hypothèse quand même qui peut être amusante, je trouve, amusante et dramatique pour les géographes, c'est que la géographie serait presque par nature démocraticide. C'est-à-dire que par nature, à partir du moment où les élections, notamment nationales, deviennent des élections reines, tous les candidats sont obligés d'avoir un référentiel qui est un référentiel national. Même le candidat, par exemple les Verts aujourd'hui, qui pourraient être des candidats, qui seraient des candidats cosmopolites, ne peuvent pas s'extraire, ne peuvent pas arriver en disant nous on se présente contre les Français. On se présente comme des citoyens du monde et tant pis si les Français perdent des pouvoirs d'achat, etc. parce que notre enjeu c'est la planète. C'est impossible de tenir ce discours-là. Ils sont forcément obligés, comme un maire qui se présente à la mairie ne peut pas dire je me présente devant vous, mais la piscine elle va la construire dans la commune d'à côté parce que c'est plus logique et c'est impossible, quel que soit. Donc quelque part la démocratie qui se développe, qui est un modèle unique aujourd'hui, eh bien, elle enferme quelque part peut-être le débat national, elle surjoue le débat national et on va vers une espèce de surenchère qui fait que le référentiel national devient le référentiel pratiquement unique, y compris dans les élections européennes, etc. Et peut-être que c'est ça qui produit, et peut-être qu'il faudra inventer un autre modèle. Alors je ne dis pas là qu'il faut passer des démocraties, mais en tout cas que c'est une des composantes de démocratie que pratiquement personne n'avait vu venir et qui pose un problème indirectement à la démocratie, puisque évidemment la démocratie à un moment donné doit être capable de se projeter pour régler des problèmes au-dessus d'elle ou au-dessous d'elle. Elle ne peut pas uniquement être figée sur elle-même. Jérôme Fourquet, pour revenir à ces questions de géographie électorale en les prenant de façon assez large, il y a une phrase dans votre livre qui est la suivante: « Tout se passe comme si Paris et les autres métropoles françaises n'évoluaient plus dans le même fuseau horaire que le reste du pays ». Ça aussi, c'est quelque chose qui peut, je dirais pas effrayer, mais qui peut quand même poser question. Ce découplage entre les grandes villes et les territoires de France. Est-ce que pour vous, finalement, c'est juste une nouvelle évolution, c'est un cycle, disait Michel Bussy, bon, pourquoi pas, les choses sont comme ça maintenant, elles seront différentes plus tard. Ou est-ce que vous y voyez quand même quelque chose de plus profond qui peut expliquer un petit peu les gilets jaunes, qui peut expliquer un certain nombre des tensions qu'on connaît en France et qui se retrouvent dans le vote et dans la cartographie du vote? Alors, les grandes villes ont toujours eu leur spécificité sociologique et électorale, sauf que là, aujourd'hui, dans pas mal d'entre elles, et notamment dans un pays centralisé comme la France, entre Paris et la province, et les provinces, les écarts sont plus des écarts de degrés, mais des écarts de nature. Et on retrouve ça, ce que je disais tout à l'heure sur les États-Unis, par exemple, quand vous avez un candidat comme Trump qui doit faire pas loin de 50% des voix, parce qu'il n'était pas majoritaire en voix, mais qui, sur l'ensemble du pays, et qui fait 7-8% ou un peu moins sur la ville capitale, qui compte quand même plusieurs centaines de milliers d'électeurs. Donc vous avez une homogénéité idéologique, pas l'échelle de Bois-Guillaume, où il y a 20 ou 30 000 habitants. C'est des espaces très très vastes. C'est quand même assez surprenant. Idem pour Londres. Alors, comment tout ça s'explique ? Je parlais de la concentration des diplômés du supérieur dans ces territoires, des modes de vie qui ont changé. Vous faisiez référence aux Gilets jaunes. À la fin des années 90, on a encore 50% des Parisiens qui ont une voiture, contre 75% des Français. Et aujourd'hui, on est tombé à 35% à Paris et 82% en France. Donc à l'époque, il y avait un écart de 25 points. Maintenant, il y a 50 points. Et donc, vous voyez. Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui ont une voiture ont décidé d'aller en région Non. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Non, mais c'est que les gens sont restés chez eux et ont changé de logiciel politique. Alors en 20 ans, il y a aussi des gens qui ont disparu, qui sont décédés. Il y a des nouvelles générations qui sont arrivées. Et puis, on a une politique d'aménagement urbain, pistes cyclables, développement des transports en commun, qui font qu'objectivement, ça devient de moins en moins utile d'avoir une voiture dans Paris. Est-ce que ça fait changer le vote qu'on va mettre ensuite dans l'urne ? Alors, en partie.
En partie, c'est un des ingrédients. Vous disiez tout à l'heure les expériences, les modes de vie. La grande répétition avant la crise des Gilets jaunes, c'est quand même le 80 km/h. Passer de 90 à 80. Bon, quand on est à Paris 8e ou Paris 7e, bon, on dit... Bah, on est rarement à 80. On est rarement à 80, et donc voilà, pour la planète, c'est pas mal, etc. etc. Bon. Et donc, ça avait suscité un tollé dans de très nombreuses régions rurales. Hein, donc c'est-à-dire que les expériences de vie, les sujets de préoccupation ne sont plus les mêmes. Si vous prenez la fin des années 70, Pompidou qui parlait de la bagnole, qu'il fallait arrêter d'emmerder les Français, Pompidou, les voies sur berge. Les débuts, les premiers mandats de Chirac sont dans cette veine-là aussi, c'est-à-dire c'est comment on aménage Paris pour la faire communier avec le reste de la France dans le grand mythe de la voiture. Et donc sur ces sujets-là, aujourd'hui il y a un hiatus et donc une incompréhension qui est de plus en plus forte. Regardez comment Michel parlait de le dépérissement éventuel des États, qui déjà peut un peu se ressentir ou se deviner quand vous voyez comment des grandes métropoles mondiales, ce que Anne Hidalgo appelle son CAC 40 à elle, c'est-à-dire toutes les plus grandes métropoles mondiales, essaient de travailler ensemble. Alors bien évidemment, il y a toujours la tutelle et la férule étatique, mais on voit que vous allez avoir parfois plus de similitudes en termes de mode de vie, de références culturelles, avec un de vos homologues qui va habiter à Madrid, à Barcelone ou à Vancouver, qu'avec quelqu'un qui va habiter au fin fond de la Sarthe ou du Loiret. Et donc, ces écarts-là qui sont en train de se creuser, mais qui s'observent pas uniquement en France. Et vos personnages, je vous laisserai parler. Oui, non, vos personnages, ils sont dans une métropole moyenne, du coup à Rouen. Oui, souvent, ouais. Ils se situent où là? Ils ont une voiture? Ils n'ont pas de voiture? Si, ils ont une voiture. Oui, ils ont une voiture. C'est pas là. C'est vrai que je traite pas forcément des espaces périphériques. Je l'ai plus traité dans d'autres romans, type Maman à tort, etc. Où là, je mettais un peu en scène des cités pavillonnaires, par exemple. Non, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est alors il y a vraiment des hypothèses qui combattent un peu depuis maintenant une vingtaine d'années, notamment sur le périurbain. Est-ce que le périurbain est choisi ou est subi? En gros, est-ce que les gens qui, par exemple, quitteraient la ville pour aller acheter un pavillon... Ça dépend des gens, probablement. Ah bah oui, mais en fait, ça dépend aussi de l'image qu'on projette sur ces périphéries. Donc on peut avoir l'image, effectivement, de gens qui vont quitter la ville pour aller acheter un pavillon périphérie, parce qu'ils le subissent, parce qu'ils ne peuvent pas se payer effectivement un pavillon en centre-ville, donc ils vont le plus loin possible de ce que leur pouvoir d'achat permet. Mais d'un autre côté, c'est aussi une façon de fuir la mixité sociale, de fuir éventuellement des représentations de la ville qui seraient de l'autre, etc. Donc de retrouver une forme d'entre-soi, de payer moins d'impôts locaux, en gros de maximiser sa vie. Donc ça serait une sorte de position individualiste qu'on pourrait mettre en relation éventuellement avec un vote plutôt à droite ou à l'extrême droite qui serait on privilégie l'entre-soi et on refuse effectivement ce que la ville apporterait, c'est-à-dire l'urbanité, l'autre, l'altérité, etc. Évidemment, c'est une vision qui est absolument dénoncée par d'autres en disant c'est extrêmement méprisant pour ces gens-là, vous mettez des valeurs derrière et qu'effectivement, l'autre position, c'est de dire est-ce qu'il y a effectivement des critères objectifs de distance, de moins d'espace public, de services publics dans ces espaces périphériques, ce qui est loin d'être prouvé aussi. Donc quelque part, c'est très difficile de mettre des valeurs derrière ce qui est évident, et ça nous a été un peu reproché au début avec Jérôme, quand on a montré cette surreprésentation, c'est effectivement cette surreprésentation de l'extrême droite dans ces espaces périphériques, parce que ça a tendance à caractériser ces populations, qui sont en plus souvent des populations qui ne sont pas les plus malheureuses, qui ne sont pas les plus en difficulté. Et donc, c'est très difficile d'avoir quel rapport moral. Et là, c'est le romancier aussi. Si je fais un personnage comme ça, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais un égoïste, un salaud, un brave type, un type qui aime les étrangers, un raciste. Vous voyez, c'est intéressant. Vous en faites un personnage nuancé. Voilà. Bah oui, mais c'est pas toujours... c'est intéressant qu'on ait de l'empathie, mais de ne pas tomber dans la caricature. On arrive à la fin de cette rencontre. Un mot peut-être, Jérôme Fourquet, sur votre rapport à la littérature. Est-ce qu'un jour, vous n'auriez pas envie, vous aussi, de mettre tout ça en roman et de faire des personnages avec je sais pas faire. toutes nos élites politiques pour être de très bons personnages? Je laisse ça au maestro, là. Mais je vous raconterai juste une anecdote. Donc on se voyait de loin en loin, parce qu'il était à Rouen, moi j'étais à Paris, donc il y avait le début d'Internet, donc on échangeait des mails. Et puis entre deux élections, parfois, lui il avait sa vie, moi la mienne, et donc on n'était plus trop en contact. Et un jour dans le métro,
je vois un 4x3 avec Michel Bussy, le nom d'un de ses romans. Et ça vous dit quelque chose, ce nom-là? En plus, Michel Bussy, c'est quand même pas trop fréquent comme nom. Et donc, je lui envoie un mail, je lui dis, mais c'est toi qui fais ça? Et je lui dis, et donc, le gars était capable de faire à la fois la géographie électorale et des polars. Et moi, je suis plutôt monotâche, donc je reste dans mon domaine de compétences, même si je me sers aussi de la littérature comme un matériau pour illustrer, pour essayer de sentir les territoires, leurs évolutions et l'évolution de la société. Vous citez Nicolas Mathieu, par Nicolas exemple. Mathieu aussi, Oui. la description justement de toutes ces transformations de la vieille France industrielle de l'Est. Des fois, plutôt qu'un gros traité de sociologie, de sciences politiques, vous lisez un bouquin de Nicolas Mathieu et vous avez les idées au clair sur le sujet. Sur Monaco. Oui, moi je aussi. Ma petite anecdote aussi, c'est vrai que je me rappelle avec Jérôme, ça devait être après 2002. Il y avait Hervé Lebras qui avait publié un livre qui devait être Une autre France, qui fait un petit best-seller à l'époque, alors bien moins un best-seller que ce que Jérôme a vendu. Et il m'a regardé, il m'a dit c'est quand même dommage parce que tout ce que dit Hervé Lebras, on serait capable de le dire, voire de faire mieux en termes de cartographie. Et c'est lui dont tout le monde parle et qui fait le truc. Et voilà. Et dès là, finalement, quelques années après, Jérôme a sorti ses livres qui font et moi mes romans. Donc c'est amusant parfois de se dire je nous revois effectivement tous les deux en disant tiens, les deux chercheurs anonymes et sans savoir ce que l'avenir allait nous réserver. Donc ce livre et ce roman que vous pouvez retrouver ici, puisqu'il y a une séance de dédicace qui est juste là. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Infiniment à tous les deux pour nous avoir expliqué la géographie et la littérature à la fois.